Je vais vous raconter une histoire, c'est à proprement parler une tragédie. L'histoire donc d'un homme qui va voir progressivement toutes les issues autour de lui se refermer, jusqu'au jour où il devra faire un choix, littéralement entre la peste et le choléra. Dans de telles circonstances, certains se laissent broyer par le destin, mais notre homme va... Enfin, vous verrez bien ce qu'il fera. L'histoire débute dans l'Espagne des années 30, à Salamanque. Notre héros s'appelle Miguel de Unamuno, écrivain, philosophe, recteur de l'université. C'est un intellectuel et à cet égard c'est difficile de le faire rentrer dans des cases. Et le plus simple pour vous aider à le cerner, c'est que je vous présente ses deux meilleurs amis. Le premier est un pasteur anglican du nom d'Attilano Coco. Il aime sa bonté, sa générosité, sa droiture morale, mais lui reproche son conservatisme, sa rigidité d'esprit, son manque d'intérêt pour les idées neuves. Le second ami est son étudiant préféré, Salvador Villa Hernandez. Salvador est d'extrême gauche, ce qui est pour le penseur d'âge mûr inconcevable, surtout au regard des exactions commises par les communistes au nom de leur idéal, mais Salvador est intelligent, il est cultivé. Et au-delà de ça, il l'aime bien. Cela nous donne un improbable trio. Le genre a passé toute la journée au café à se disputer jusqu'à se quitter fâché, mais qui, dès le lendemain, se retrouve au rendez-vous des bons copains. C'est le genre d'amitié qui fait honneur à l'humanité. Mais c'est le genre d'amitié qui se retrouve vite malmenée lorsque le contexte politique devient plus acéré. Lorsque la femme d'Attilano Coco annonce que son mari a été embarqué par la milice, Miguel de Unamuno est persuadé qu'il s'agit d'un malentendu. Que le régime doive utiliser la force pour mettre hors d'état de nuire des communistes armés, c'est regrettable, mais c'est un mal nécessaire pour restaurer la paix. Par contre, quel intérêt aurait le régime à emprisonner un prêtre? Non, c'est invraisemblable, tout va rentrer dans l'ordre. La femme le supplie toutefois de prendre avec lui la lettre qu'elle vient d'écrire pour implorer la clémence de Franco. Le professeur Unamuno est respecté, peut-être qu'il pourra faire quelque chose. Quelques jours plus tard, c'est au tour de son jeune ami Salvador de se faire embarquer par la milice, sous ses yeux et avec violence. Miguel rentre chez lui triste, bouleversé, révolté. Mais que peut-il faire? Il va prendre sa plume contre le régime. Et alors quoi? Il va se faire emprisonner immédiatement lui aussi? Et alors qui va s'occuper de ses 3 filles et de son petit-fils? Mais non, décidément, il ne peut pas rester sans réagir. Et après une nuit fiévreuse, il prend sa canne et son chapeau et se met en route vers le palais de Franco. Franco est très honoré de recevoir la visite du grand écrivain, d'autant plus que sa femme l'adore, et ils s'assoient donc tous les 3 pour prendre le thé. Dans la conversation, Miguel de Unamuno glisse que 2 de ses amis, à la moralité pourtant irréprochable, sont tenus enfermés par le régime. Franco s'en étonne et il envoie un de ses hommes aux nouvelles. Le messager revient et glisse à l'oreille du guide que les 2 hommes sont bien emprisonnés. Le prêtre parce qu'il est soupçonné d'être franc-maçon et l'étudiant pour sédition. Miguel en fait alors appel à la charité chrétienne de Franco. Il vaut mieux que ces bêtes sanguinaires qu'il combat. La civilisation, c'est le pardon. Franco acquiesce et lui dit de ne pas s'inquiéter. Ses 2 amis auront l'opportunité de se confesser avant d'être exécutés. Non seulement Miguel n'a rien pu faire pour sauver ses amis, mais de plus, le guide le soupçonne maintenant de sédition. Et comme si ça ne suffisait pas, il va, de retour chez lui, recevoir la visite de l'homme le plus sinistre de cette sombre époque. Lorsqu'il vit entrer Milan Astrey, Miguel sentit que la mort se rapprochait. Il faut dire qu'avec son bras en moins et son œil crevé, le militaire préposé aux sales besognes de Franco semble déjà un peu de l'autre côté. D'ailleurs, son cri de ralliement, avec lequel il motive ses troupes, est « Viva la muerte !» Vive la mort. Milan se rapproche de Miguel et lui dit 2 choses. La première, c'est qu'il déteste les intellectuels. Pendant qu'ils sont en train d'écrire leurs petits poèmes, les militaires, eux, se battent et meurent pour la civilisation. La deuxième, c'est qu'il va donner à Miguel une occasion de se racheter aux yeux du camp du bien en participant à la fête de la race organisée dans son université.
Le voilà notre dilemme tragique. Soit il refuse de participer à cette mascarade fasciste, et alors il peut être assuré de voir débarquer les miliciens, non seulement pour lui, mais aussi pour les siens. Soit il décide de participer, et alors il donne une caution morale à ce qu'il y a de pire dans un régime qui, entre autres atrocités, a fait exécuter ses deux meilleurs amis. Pile, je perds, face, je les laisse gagner. Sauf si c'est le moment que choisit l'homme en lui pour se réveiller. Nous sommes le 12 octobre 1936. Miguel de Unamuno est à l'estrade, entouré de l'épouse de Franco, de Milan Astrey et d'une poignée d'idéologues fascisants. Il sent sa force vitale s'évaporer à mesure qu'il les entend déblatérer leur haine. Des communistes, des francs-maçons, des intellectuels, des catalans, face à une foule de jeunes militaires qui rugissent au nom de race, d'Espagne et de victoire. C'était donc ça son destin, prendre coup sur coup et finir humilié, et ce pas n'importe où, dans le temple de l'intelligence, qu'en tant que recteur, il aurait dû protéger. Pendant que ses pensées lui nouent le ventre et lui serrent la gorge, qu'il est sur le point de pleurer, il pose ses yeux sur ce morceau de papier que, dans sa détresse, il était en train de triturer. C'est la lettre de la veuve d'Attilano Coco, son fidèle ami, victime de la haine de l'arbitraire et des jugements à l'emporte-pièce. C'est surtout la lettre d'une femme qui s'en était remis à lui, parce qu'elle le voyait comme un homme de courage, de valeur, comme un ultime rempart face à la barbarie. Son cœur se rallume, et son corps se redresse. J'ai moi aussi quelque chose à dire. Il se place face à l'amphithéâtre. Et en quelques phrases, il va changer l'ambiance de la salle. Vous attendez tous ce que je vais dire. Vous me connaissez et savez que je ne peux garder le silence. Il y a des circonstances où se taire, c'est mentir, car le silence peut être interprété comme un acquiescement. Milan Astrey sent que le vieux philosophe va faire son baroud d'honneur, et il cherche donc à saboter son discours en lançant « España », ce à quoi le public répond en chœur « Grande et viva la muerte ». Mais Miguel de Unamuno ne se laisse pas déstabiliser, et rend même aux militaires une partie des coups qu'il lui a donnés. Je viens d'entendre un cri morbide et dénué de sens, « Vive la mort ». Et moi qui ai passé ma vie à façonner des paradoxes qui ont soulevé l'irritation de ceux qui ne les saisissaient pas, je dois vous dire, en ma qualité d'expert, que ce paradoxe barbare est pour moi répugnant. Le général Milan Astrey est un infirme. Disons-le sans arrière-pensée discourtoise. Il est invalide de guerre. Cervantes l'était aussi. Malheureusement, il y a aujourd'hui en Espagne beaucoup trop d'infirmes. Et il y en aura bientôt encore plus si Dieu ne nous vient pas en aide. Je souffre à la pensée que le général Milan Astrey pourrait fixer les bases d'une psychologie de masse. Un infirme qui n'a pas la grandeur spirituelle d'un Cervantes cherche habituellement son soulagement dans les mutilations qu'il peut faire subir autour de lui. Arrivé à ce point, Milan Astrey ne peut plus se retenir, et il lance « À bas l'intelligence !» immédiatement acclamé par l'amphithéâtre de jeunes militaires. Mais Unamuno poursuit. Cette université est le temple de l'intelligence, et je suis son grand prêtre. C'est vous qui profanez son enceinte sacrée. Vous vaincrez parce que vous possédez plus de force brutale qu'il ne vous en faut, mais vous ne convaincrez pas. Car pour convaincre, il faudrait que vous persuadiez. Or, pour persuader, il vous faudrait avoir ce qu'il vous manque, la raison et le droit dans la lutte. Je considère comme inutile de vous exhorter à penser à l'Espagne. J'ai terminé. Les huées se répandent dans un vacarme assourdissant et Unamuno aurait été mis en pièces si l'épouse de Franco ne s'était pas interposée. Dans la foulée, il est destitué de son poste de recteur et assigné à résidence jusqu'à sa mort, quelques jours plus tard. Je trouve cette histoire éclairante. Elle nous rappelle que la guerre, civile de surcroît, finit par tout déchiqueter, les corps, les cœurs, les esprits, et même l'amitié. Malheureusement, cette histoire est bien réelle, et elle peut se répéter. Toutes les fois que nous cédons à l'outrance, à l'hystérie, à la colère et à la bêtise, nous nous rapprochons d'une situation qui peut nous échapper. Et oui, je sais, c'est toujours les autres qui ont commencé. Laissez-les s'exciter, parler pour dire le bien dans une langue apaisée. Si j'ai tenu à vous raconter cette histoire, c'est aussi parce que, malgré son côté noir, elle abrite une touche d'espoir. Même quand vous vous sentez bloqué, piégé, cerné, il y a une voie. Vous pouvez reprendre le contrôle
en reprenant la parole. Reprendre le contrôle en prenant la parole, c'est la quête que depuis un moment déjà, je vous ai lancée. Et aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner ici pour un nouveau palier.